Bonjour à tous déjà. Donc, bon, le sujet a déjà été introduit. L'objectif aujourd'hui, c'est de vraiment déjà voir la domotique, c'est un bien grand mot, mais, c'est pour quoi faire au final. Donc, on le retrouve autour de ces principaux thèmes. Alors, je vais les balayer très rapidement parce que l'objectif, c'est vraiment de voir du concret. Hem Automatiser déjà. La domotique, ça va pas être juste, contrôler, sa maison depuis son smartphone, mais ça va être de pouvoir créer des comportements, basés sur des contextes, en fonction, par exemple, de la présence des gens, des horaires, je prends la météo, la luminosité, un peu de tout et l'objectif, c'est vraiment de réduire les interactions manuelles plutôt que de les multiplier. Il y a pas d'intérêt à allumer une lumière, heu, depuis son smartphone si on peut juste appuyer sur l'interrupteur, quoi. Ensuite, il y a toute une partie, qui va être très intéressante aussi, c'est tout ce qui est supervision. Donc là, on se rapproche un peu, du monde, informatique au final, hein. Donc, une multitude de capteurs. On va avoir des capteurs de température, de conso électrique, de présence, d'ouverture de porte et qui vont pouvoir alimenter ensuite, des dashboards, des graphiques et on remonte en gros des logs et va utiliser pour, souvent dans les solutions, domotiques, hem, les, les mêmes outils que dans le DevOps ou l'observabilité quoi, que ce soit un FluDB, Grafana pour ceux qui connaissent. On peut aussi également s'en servir pour, sécuriser. Donc sécuriser, on peut soit piloter des systèmes d'alarme, on va le voir plus tard ou après, sur la monter carrément une alarme, même si c'est pas recommandé, sur la base uniquement de la domotique et ça va nous permettre aussi de centraliser tout ce qui est équipement. Donc, dans le sens où, c'est très hétérogène, vous allez le voir la domotique, encore aujourd'hui, même s'il y a une grosse volonté de d'unifier tout ça. Mais en gros, les solutions domotiques, c'est vraiment qu'on puisse, faire communiquer tous ces protocoles, qui sont apparus au fil du temps. Donc, de toute façon, on voit aujourd'hui, vous le verrez dans le sondage, il y a une explosion de l'IoT. Tout est prétexte et ça fait la transition pour connecter des appareils et exploiter nos données de nos jours. Donc, moi, j'ai classé la domotique dans c'est un peu un classement que j'ai fait par moi-même. Moi, d'abord, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent, ça va être les écosystèmes que dits fermés, on va dire. Donc, vous achetez un appareil et il va être connecté. Mais, il est interconnectable avec rien d'autre. Il a une appli propre qui va surtout, basée sur le cloud. Alors, j'ai pris quelques exemples, hein, qui m'appartiennent en plus et on observe clairement des dérives, voire, un phénomène gadget, hein. Vous voyez sur la droite, c'est une bouilloire. Une bouilloire, on peut avoir la température en live en Bluetooth. Le Karcher, on peut piloter, sa puissance directement depuis son smartphone et vous avez votre lave-vaisselle, votre lave-linge et souvent c'est des applis qui vont être vraiment, figées. Vous voyez bien que, ça complexifie plus que ça simplifie la vie. Ensuite, on va retrouver j'ai pas passé la ouais, c'était mieux si je passais la la slide. Donc ouais, c'est bon là? Vous la voyez? C'est mieux maintenant. Donc ouais, c'est ce que je disais, je reviens pas dessus, mais voilà, vous avez la bande son en décalé. Donc la bouilloire à droite, lave-linge, lave-vaisselle et le Karcher qu'on peut piloter, voilà. Ensuite, on va retrouver, des écosystèmes, que je dis grand public. Ça va être, souvent ce qui est vendu par les grandes surfaces de bricolage. Vous allez avoir des box domotiques un peu clés en main, qui vont être déjà multiprotocoles, mais qui vont surtout, utiliser les protocoles qui sont poussés par la marque, style Leroy Merlin ou Somfy ou Deltador. Ils vont pousser forcément leur, heu, leur, heu, leur solution, pardon et vous avez également alors, je vais y revenir après, ce que j'appelle un peu les GAFAM. Ça va être tout ce qui est, enceinte connectée, qui ont une grosse partie domotique également
Et elles ont plusieurs usages. Elles vont pouvoir faire de la domotique, mais elles vont également plus servir, dans une installation, en tant que micro pour le pilotage. On va y revenir plus tard. Bah, les inconvénients, c'est ceux qu'on connaît, hein. On est dépendant du cloud la plupart du temps qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Non, voilà, en gros, ça vise vraiment une compatibilité multimarque, ces solutions. Et ensuite, on arrive dans les solutions que je vais présenter maintenant qui vont vraiment être beaucoup plus souples, mais potentiellement moins accessibles. C'est des solutions multiplateformes, un peu do it yourself, on va dire. L'avantage, c'est que ça s'installe sur à peu près n'importe quoi, même si le consensus, c'est de l'installer sur des outils qui ne vont pas consommer beaucoup, parce que la domotique, ça va tourner tout le temps, donc le plus souvent des Raspberry. Mais ça peut s'installer sur n'importe quoi en général. Donc voilà, les solutions qu'on va retrouver le plus aujourd'hui. Donc celle qui est la plus répandue aujourd'hui et celle que je conseillerais à qui veut se lancer dans la domotique aujourd'hui, c'est Home Assistant. Donc la compatibilité est énorme avec n'importe quel protocole. Il y a une grosse communauté pour vous aider. Donc là, c'est ce qu'on voit en haut, hein. Là, c'est un exemple de dashboard qui est possible de faire. Alors un dashboard, il faut savoir que en général, c'est utilisé, vous avez une tablette que vous accrochez en mural dans votre maison et vous pouvez piloter votre maison directement depuis cette tablette. Et c'est pour ça qu'on fait des dashboards. Mais moi, personnellement, j'en ai pas. J'utilise essentiellement depuis mon smartphone les automatisations ou depuis mon PC quand j'en ai besoin. Mais c'est vrai que pour Home Assistant est vraiment très bon en dashboard. Souvent, ça fonctionne 100% en local. Home Assistant, il y a beaucoup d'avantages. Le désavantage, c'est que ça va être un peu plus complexe comme solution à appréhender, beaucoup basé sur le YAML. Mais ouais, voilà, je vois le commentaire de Laurent. J'ai laissé tomber Home Assistant. Et effectivement, la marche peut être haute au début. Les autres solutions sont plus anciennes, mais là, je prends l'exemple de Domotix parce que c'est celle que j'utilise, que je vais développer un peu plus sur certains aspects. Alors, plus vieillissante, mais beaucoup plus facile à appréhender. Alors, elle est moins sexy. Dans les dernières versions, il y a quand même des dashboards assez sympas. Je pourrais vous en montrer un vite fait en live. J'avais pas eu le temps de le mettre parce que ça date d'il y a à peu près à peine un mois. Et après, on va avoir du JDOM, OpenHub, Gladys. Tout dépend un peu de l'affinité, hein. Il y a des avantages et des inconvénients, mais je vous présente les principales, en tout cas, qui sont sur le marché aujourd'hui. Et pour piloter tout ça, il y a des protocoles. Et les protocoles domotiques, il y en a une tétrachier, on peut le dire. En gros, chacun a poussé un peu son protocole dans son coin dans le passé, en espérant faire consensus, mais ça n'a jamais trop pris. Mais aujourd'hui, on peut quand même s'orienter sur les solutions. Ce qui remonte le plus aujourd'hui, ça va être Z-Wave et Zigbee. S'il fallait en retenir qu'un, quasiment aujourd'hui, c'est Zigbee. Mais j'ai quand même retenu le Wi-Fi parce que on le voit pour les solutions qu'on a vues en premier, les solutions toutes clés en main, hors box, on va utiliser le Wi-Fi. Pareil pour le Bluetooth, ça rejoint les solutions comme Abouilloire, quoi. On va avoir du N-Océan. Alors N-Océan, l'avantage, c'est qu'il pouvait utiliser que le solaire. Et il y avait très basse consommation. Et KNX, c'était plus dans le pro, essentiellement filaire, même s'il y a des applications sans fil maintenant de nos jours. LoRa Sigfox, ça va être pour de la grande portée, ça veut très bas débit mais longue portée. Et celui qu'il ne faut pas oublier, qu'on dise que c'est un protocole ancien mais très peu sécurisé, mais au final, pour celui qui se lance dans la domotique, c'est le moins cher.
C'est souvent un point qu'il ne faut pas oublier. Mais si vous voulez vous lancer dans un truc sécurisé aujourd'hui, il faut partir sur le Zigbee clairement. Donc et souvent dans les solutions domotiques, ah mince, si je passe pas la slide. Et ben chaque protocole va utiliser son propre dongle qu'il va falloir relier à cette solution domotique. Donc certains sont compatibles avec plusieurs protocoles, mais assez peu au final. Donc vous pouvez brancher plusieurs dongles sur votre solution domotique en général, mais bon, le coût augmente. En général, un dongle, on est sur un peu plus de 50 €, une cinquantaine d'euros dans ces eaux-là, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus? Pas grand-chose, de toute façon. Ensuite, il y a les nouveaux venus, trade et Matter. Donc là, il y a une partie, en gros, une partie protocole Matter et une partie trade qui est la partie réseau. C'est un peu le protocole qui veut tout unifier, en gros, qui veut remplacer tout avec un protocole sécurisé. Donc il est poussé par Apple, Google, Amazon, les gros. Et maintenant, ben, tout le monde essaie de passer sur là-dessus. L'avantage, ça va être la simplification pour qu'on ait de l'IPv6. Le souci, c'est que l'adoption est quand même limitée pour ceux qui ont déjà des solutions domotiques. Et ça dépend du bon vouloir du composant final qui intègre ou pas toutes les fonctionnalités de ces protocoles-là. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails parce que sinon on peut y passer des heures. Alors, on part un peu sur la partie sécurité. Donc, la sécurité du 433 MHz, en gros, on peut dire qu'elle est à peu près nulle. Donc là, j'ai pris un extrait de ma conf. Voilà, en gros, vous avez un code fixe qui est associé avec votre capteur. Et ce code, il ne bouge jamais, en fait. Il est réémis en permanence. Et c'est ce qui va être utilisé par ce qu'on voit là, Duo 1.0. Vous avez Bliss qui est porté par Castorama, Chacon, et également Somfy RTS. Donc, forcément, ça, vous pouvez, n'importe qui peut le rejouer, l'écouter. Donc, il faut éviter de mettre des composants sensibles sur ces protocoles-là. Alors, Somfy, bon, il y avait quand même un code tournant, un peu comme il y avait il y a sur les portes de garage également. Le problème, c'est que ce code-là, il a été reverse engineeré il y a quand même pas mal de temps déjà, au moins 10 ans, je pense. Et donc, il y a des outils tout faits directement depuis Flipper 0. Vous avez les attaques Rolljam et Rollback qui permettent de casser ce protocole facilement. C'est le même principe que pour les clés de voiture, au final. Mais bon, le 433, comme je disais, le gros avantage, c'est que c'est pas très cher. Enfin, en tout cas, moins cher que ce qu'on va voir maintenant. Donc, au niveau de la sécurité des protocoles plus récents. Donc, il faut savoir qu'en plus, dans les protocoles Zigbee, Z-Wave, il y a eu plusieurs versions. Donc là, on est sur des fréquences 868 et 2,4. Globalement, tous se basent sur de la ES 128. Somfy également, ouais, c'est vrai que je l'ai pas remis, mais c'est du 868 également. Il y a quelques failles sur les premières versions, mais globalement, si vous prenez du Zigbee 3, ce qui est actuellement, et sur la future itération qui va pas tarder à arriver, Zigbee 4, vous n'aurez pas trop de problèmes niveau sécurité. Alors voilà, là, j'allais présenter un peu mon installation. Alors, comme ça, vous pourrez voir tout ce qu'il ne faut pas faire, parce que niveau faille de sécu, moi, il y en a quand même une tétrachie aussi. Pour ça que je ne vais pas donner tout. Donc, moi, aujourd'hui, je me base sur un Raspberry, hein. J'utilise la solution domotique sous un conteneur Docker. Donc, pour éviter d'avoir un Raspberry, j'ai deux conteneurs, parce que j'en ai un qui fait reverse proxy sur ce même Raspberry. Donc, l'idée, évidemment, c'est de rester à jour au maximum sur votre solution. Donc, autant que OBS, qui est également la solution domotique ou un assistant, où il va y avoir des mises à jour très régulières, surtout si vous êtes sur les canaux bêta, et d'isoler au maximum votre accès. L'idéal, c'est soit de l'utiliser qu'au travers d'un VPN vers chez vous,
soit de limiter au maximum les API qui vont avoir accès à votre domotique. Mais vous allez voir que ce n'est pas évident, parce que forcément, quand vous touchez à la domotique, vous allez vouloir des fonctionnalités de commande vocale et tout, et forcément, il faut ouvrir des API. Tout dépend de la confiance que vous allez avoir après par la suite. Donc dans les fonctions de confort qu'on va retrouver le plus souvent, c'est en premier, c'est la gestion des ouvertures. Donc là, vous voyez sur le côté gauche, vous avez une commande en 433 qui permet d'actionner des volets roulants, des portails, des portes de garage. Donc c'est un simple contact sec qui est actionné par... L'avantage, c'est qu'on va pouvoir ensuite faire des automatisations. Vous voyez, par exemple, là, j'ai donné l'exemple que j'ai utilisé pendant un temps. On peut actionner tous les volets en même temps en fonction de l'heure ou du coucher du soleil. Donc, vous voyez, on peut faire une demi-heure avant le coucher du soleil, fermer tous les volets, et pareil pour le matin, tous les ouvrir. Ça permet aussi de faire un peu simulateur de présence. On peut mettre une aléatoire. On peut les ouvrir et les déclencher sur des plages aléatoires, plus ou moins 15 minutes ou réglables, pour simuler de la présence. Et je le redis, attention au pilotage des ouvertures sensibles en fonction des protocoles. Là, typiquement, pour une porte de garage, s'il n'y a pas quelques garde-fous, genre vous ajoutez dans votre domotique détection de la présence de votre téléphone ou autre, si c'est rejoué, n'importe qui peut ouvrir votre porte de garage. Bon, ça concerne que le 433 MHz, ne vous inquiétez pas. Attention à ne pas rester enfermé dehors. Oui, c'est mieux. J'ai pas domotisé ma porte d'entrée. Ce qu'on va retrouver aussi beaucoup, c'est l'éclairage. Ça, c'est un peu la partie éclairage automatisé. Donc, il y a plein de façons de le faire. Moi, vous voyez, il y a pour ma terrasse. Donc, on retrouve les mêmes boîtiers qu'on retrouve pour les volets. Vous pouvez simplement avoir des lampes sur des prises. Donc là, après, vous les commandez avec un planning. Et un truc un peu plus intéressant, alors je ne l'ai pas trop développé, mais j'en pourrais en parler un peu. J'ai des lustres, par exemple, qui sont en infrarouge chez moi. Où il y a une télécommande qui était vendue, c'était du Leroy Merlin. On pouvait changer la luminosité et la chaleur, la couleur. Et j'ai une télé complètement de manière indépendante, j'ai une télécommande universelle qui a un émetteur IR et qui envoie une API justement, qui expose une API pour domotiser ça. Ça veut dire qu'au final, je peux commander via ma domotique n'importe quel appareil qui pourrait recevoir de l'infrarouge, dont ces luminaires. Je peux commander une télé, je peux commander un vidéoprojecteur. Et typiquement, là, je ne l'ai pas développé, mais par exemple, je vais faire une commande vocale, lance-moi un film. Ça va pouvoir me descendre un écran, ça va pouvoir me mettre la bonne source, directement me baisser la luminosité de la salle, un peu comme un cinéma, et j'aurais rien à faire, et me fermer les volets, quoi. Et on en vient aux commandes vocales. Donc aujourd'hui, les commandes vocales, il n'y a pas que, mais souvent elles sont utilisées au travers des enceintes connectées, quoi. Et ces enceintes connectées, si vous voulez les connecter à votre domotique, forcément, il faut ouvrir l'accès à votre serveur. En tout cas, moi j'utilise Alexa. Et soit vous avez 2 cas chez Alexa en tout cas, mais je pense que chez Google, ça doit être un peu le même principe, ça va être le même principe, sauf qu'ils appellent pas ça skill. Mais forcément, là, vous voyez l'exemple. Moi, j'utilise une skill assez simple qui est fournie par un développeur qui s'appelle Halo, mais qui est basé sur le cloud. Donc, c'est lui qui est relié à AWS et qui va convertir ça vers les appels Alexa. Mais forcément, vous ouvrez un accès à votre serveur pour que ces commandes-là remontent. Donc, il y a une manière un peu plus sécurisée, c'est d'avoir sa propre skill de dev. Je l'avais fait pendant un temps. Le problème, c'est que dès qu'il y a une modif, parce que c'est basé sur du Python, dès qu'il y a du Python qui est déprécié chez AWS, votre skill est saute, donc c'est beaucoup plus dur à maintenir, quoi. Voilà le petit mot qui est quand même écrit sur le site, donc ça engage que ceux qui y croient. Voilà.
Tout ce qui est partie gestion d'énergie, un gros morceau ça aussi. Encore des plugins on revient à la même chose. Il y a un super plugin sur Domotics qui permet de suivre votre compteur Enedis sans avoir, rien d'autre que votre compteur. Donc sur le site d'Enedis, vous le savez peut-être déjà, mais, vous pouvez déjà consulter votre consommation si vous l'activez en gros. Donc, vous aurez toute cette partie, mais vous pouvez aussi l'interconnecter directement dans votre domotique et là, bah, pareil, ben, c'est hébergé par des personnes dont vous ne maîtrisez pas forcément ce qu'elles font de vos données. Bon, après, c'est un peu moins sensible dans le cas de l'énergie, mais ça peut quand même, très fortement orienter. Quand je dis moins sensible, ouais, je ne le pense pas forcément parce que ça oriente très fortement sur vos présences ou pas aussi. Je passe vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc on pourra revenir sur les questions, il n'y a pas de souci. Gestion de l'énergie, bon, on en a déjà parlé, c'est parce que c'était l'objet de mon meet-up précédent, c'était sur Solar Assistant. Donc, on peut récupérer des infos de plein d'autres outils. Il y a un protocole un peu standard qui permet de faire boîte aux lettres, qui est indépendant et souvent ça remonte des infos, bon, souvent ces brokers, alors même si ça commence à exister, ils ne sont pas chiffrés, donc, pareil, à garder en local chez vous. Et donc, bah, vous voyez là ce qui est remonté, je l'avais présenté la dernière fois sur Solar Assistant, on a la même chose sur la solution domotique et on n'a pas que du reporting, on a également, je peux piloter mes tensions, donc ça bah, je le fais pas de là parce que bon, je me vois mal demander à changer la tension de ma batterie, par une commande vocale. J'aurais trop peur de ce que ça fait, mais voilà, on peut tout imaginer. Le chauffage, moi j'en utilise pas, mais ça existe aussi. Le problème, c'est que souvent vos chauffages ou chaudières, c'est très propriétaire. Moi, j'ai une pompe à chaleur qui date de 2013, c'était complètement autonome, il y avait rien. Ça a commencé à se développer 2015-2016, ils ont commencé à faire des cartes IP avec des applis propriétaires comme on voit là. Et plus récemment, une API, l'API, je prends l'exemple de Bosch, l'API elle date de 2024, donc c'est tout récent avec, interconnecté avec des thermostats d'ambiance, mais, c'est très récent. Moi, j'utilise quand même un peu d'optimisation chauffage, un peu en mode manuel encore. C'est, une simple prise connectée. Ça me sert essentiellement pour un chauffage de piscine où je cale selon la puissance solaire. Mais, voilà, on peut tout imaginer après. Un asservissement en fonction de la météo, de la luminosité, de l'heure, de la température de l'eau d'une piscine, c'est le temps qu'on y passe pour mettre tout ça en place. La partie sécurité, alors ça, moi, j'avais une alarme chez moi qui était en 433 MHz, qui était complètement indépendante. Mais je me suis aperçu qu'au final, les capteurs, bah, qui remontent à 433, ils sont l'avantage, même s'ils ne sont pas sécurisés, bah, c'est qu'ils peuvent remonter sur ma domotique. Donc je peux également suivre, au travers des logs, toute cette partie-là. Certains, vont carrément se passer de la centrale, ce qui est tout à fait faisable, même si on dévolue un peu un rôle, qui n'est pas le sien à la domotique. Parce que, ben, dans une alarme digne de ce nom, vous allez avoir, des pings vers vos capteurs. S'ils sont déconnectés, ça vous fait une alerte. Dans une domotique, si le capteur envoie pas de données, ben, il y a aucune alerte. Donc typiquement, quelqu'un qui éteint votre capteur, vous êtes pas au courant. Ou s'il est brouillé, pareil, il y a des détecteurs sur les alarmes que vous n'aurez pas sur votre domotique. Mais ça peut être des solutions supplémentaires et ça va permettre aussi, bah, de faire des scénarios avancés. Par exemple, si il y a un capteur qui s'active, vous pouvez allumer une lumière en plus que pas pouvoir faire votre alarme ou pas, quoi. Ou d'envoyer des notifs, mail, SMS. On va y revenir un peu après. Je vais passer vite fait aussi sur, tout ce qui est vidéosurveillance, parce que je vois le temps qui passe. Il me reste 5 minutes, allez. Alors sur Domotix, j'utilise quasiment pas parce que l'intégration est 0 quasiment. On peut juste, mettre des caméras, mais, c'est pas vraiment exploité, à part, déclencher quelques automatisations. Par contre, sur Home Assistant, je connais pas trop, mais j'ai vu qu'il y avait quand même de grosses possibilités. Parce que souvent, ça travaille de concert avec un NVR, ça va être, un NVR, c'est ça? Là, j'ai présenté celui que j'utilise, c'est Synology, qui va, bah, en gros, ça récupère les flux de vos caméras et ça les stocke sur un disque dur interne.
mais c'est une solution, et sur Home Assistant, il y a une intégration assez avancée avec, un NVR qui s'appelle FreeGate et qui va pouvoir exploiter ces possibilités de détection IA, pour faire des intégrations. Par exemple, on va pouvoir, là, l'exemple qu'ils donnent sur leur site, c'est, on peut détecter un livreur, ça va pouvoir vous envoyer un message comme quoi votre colis est arrivé, ça va pouvoir détecter qu'il y a un carton de votre porte, et tout ça en plus, tout cet entraînement IA, il peut être en local chez vous, quoi. Donc via des TPU que vous pouvez mettre directement sur votre Raspberry, pour accélérer ça. Mais n'oubliez pas, si vous utilisez commencez alors on pourrait faire un sujet entier sur la vidéosurveillance, mais gardez vos flux vidéo uniquement en local. Idéalement, c'est vos caméras uniquement, accessibles au travers d'un VPN, voire complètement les bloquer. Moi, c'est ce que je fais chez moi. Et elles sont accessibles qu'au travers du NVR, qui lui est sécurisé. Donc du MFA, mot de passe, et à jour. Parce que, vous voyez, là, j'ai pris l'exemple d'une caméra que j'ai achetée récemment. Il y a carrément l'étiquette dehors, username admin, no password. Comme ça, au moins, on est fixé. Après, tout dépend de l'argent que vous voulez mettre dans une caméra. Moi, en général, c'est du consommable. Je prends des caméras pas chères, mais voilà. Bon, après la domotique, on peut aller beaucoup plus loin, pour ceux qui commencent à toucher, des langages comme le Lua, le Blockly. Le Blockly, c'est un peu plus simple parce qu'on va être sur c'est du truc plus visuel, mais le Lua, j'ai pris 2 exemples que moi j'utilise pour, caler, quelle poubelle sortir, en fonction de la semaine sur l'année. Si c'est la poubelle jaune ou la poubelle verte, très utile, et ça envoie un SMS via l'API de Free, sur les téléphones de ma femme et moi. Donc c'est l'exemple que vous avez à droite. Mais, j'utilise beaucoup cette API mobile aussi parce que typiquement, si j'ai une coupure de courant, ben, comme on le voit ici, si ça passe à 0, bah, ça m'envoie un SMS, et je surveille également la température de mon congélateur parce que j'ai déjà eu des surprises. Si ça remonte au-dessus d'une certaine température, ça m'envoie un SMS. Donc ça, c'est des exemples très concrets, de la domotique, et qui sont très utiles. Et on en parle, ça commence à venir. C'est encore assez expérimental, l'intégration de l'IA, aujourd'hui. Hem, c'est forcément, on augmente l'exposition de vos données personnelles, surtout si vous utilisez des modèles cloud, surtout que là, on parle quand même de votre maison. Alors sur domotique, ils ont commencé à l'intégrer, via du MCP et Cloud Code pour interconnecter directement le modèle. Bah, ça va vous permettre après de faire du reporting avancé. Vous allez pouvoir demander un résumé de la présence, un résumé de la température, de la réponse automatisée, mais c'est encore très expérimental au final. Ce qui est le plus attendu, moi, ce que j'attends le plus en tout cas, c'est, d'avoir un contrôle vocal plus naturel qu'en disant: «Alexa, ouvre, voler, ferme, voler» ou, «allume lumière». C'est en gros, bah, je suis rentré, il fait, on pourrait dire, il fait pas assez, clair dans la maison, elle va allumer la lumière toute seule, quoi. Ceux qui l'ont testé, Alexa Plus, alors moi je suis pas encore il y a un accès anticipé en cours, heu, ça a l'air assez mitigé pour le moment. Sur Home Assistant, eux, ils utilisent vraiment quelque chose uniquement en local, avec des possibilités d'intégration LLM. Ça a l'air plus abouti, c'est ce qu'on voit là, c'est le Home Assistant Voice Preview, donc on voit que c'est encore en bêta aussi. On pourra voir si quelqu'un l'utilise, Home Assistant ou pas, mais ça a l'air plus prometteur. Alors, vous pourrez m'en dire plus quand on y vient.